Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 100, un épisode exceptionnel puisque nous avons gagné et puisque c'est le numéro 100. Moi c'est Plax, je suis de retour. Comment vas-tu mon cher Thiergo ? Ça va, c'est pas vraiment l'épisode 100 pour moi parce que tu as eu l'outrecuidance de faire le premier épisode sans moi. Alors on se connaissait même pas à l'époque. Non c'est vrai, j'ai fait un épisode solo, ouais. Mais attends, dès le deuxième solo... t'étais là ? Au deuxième t'étais là, direct. Ouais, parce que tu t'es dit je peux pas me passer de Gauthier. C'est vrai, sans te connaître. Je me suis dit je le connais pas mais je peux pas me passer de lui, il faut absolument qu'il soit là. Alors j'en profite aussi pour remercier chaudement Niti qui a assuré la relève pendant que on était chacun de notre côté. Donc moi je suis allé pour le boulot à Las Vegas, toi t'étais pas pour le boulot au Texas. T'as été malheureusement... Putain mec, t'aurais reporté ton voyage d'un tout petit peu, d'une semaine, et t'aurais été à Washington plutôt que Dallas. Bon en gros c'était pas du tout le même voyage quoi. Et bah t'aurais pu voir une victoire. Malheureusement, tu as eu droit à une sacrée purge quand même. Hein. Ça devait pas être facile. Ouais. J'ai écouté votre podcast avec Niti, tu as un peu raconté. Bon, heureusement, ça s'est bien passé, même s'il y a eu un spectateur relou. Globalement, c'était quand même correct. Ouais, non, globalement, c'est correct. Et sans refaire tout le podcast de la dernière fois, le stade est juste oufissime. Et c'est une expérience que j'ai envie de renouveler, c'est-à-dire d'aller dans des stades rivaux pour des matchs de division. Alors, je suis un peu plus en confiance pour aller à Washington, parce que, bon, on va en parler, mais les Commanders, on les maîtrise plutôt bien. C'est marrant, c'est vraiment l'équipe qu'on bat tout le temps, les Commanders, quoi. Voilà. À chaque fois, on est tranquille contre eux. Non, et pourtant, j'étais pas serein sur ce match. Hein. Mais par contre, les Eagles, je vais attendre un peu que eux soient au fond du trou, et que nous, on soit mieux, parce que, franchement, je pense qu'à mon avis, être fan des Giants au stade des Eagles, alors je me rappelle plus du nom de leur stade, c'est Lincoln Field. Lincoln Field, Financial Field, voilà. je crois. Ouais, à mon avis, tu dois te faire insulter. Ça doit être violent. Alors moi, j'étais allé... j'ai déjà été dans le stade des Eagles. Je vais pas raconter toute ma vie, mais c'était un Eagles Redskins de... Alors, c'était il y a longtemps. Et bon, je te cache pas que j'avais mis aucun vêtement des Giants. Déjà, il y avait pas de raison puisque c'était un Eagles Redskins. Mais voilà, j'étais dans le camp des Eagles. Ouais. J'avais eu accès à un sideline pass. Donc j'ai des super photos des mecs qui s'entraînent où j'étais juste à côté, etc. Donc c'était quand même assez cool. Mais il faisait 0 degré, on était tout en haut du stade au final, et bon bref, peu importe. Donc je suis déjà allé dans leur stade, mais pas pour voir les Giants. Mais c'est vrai qu'on va se retenir d'y aller en ce moment, c'est peut-être pas la bonne période. Mais en tout cas, les fans des Cowboys à Dallas sont très sympas et tout. Nous, on avait discuté avec un couple qui était à côté de nous, qui nous ont dit « Mais qu'est-ce que vous foutez au Texas ? Pourquoi est-ce que vous venez en vacances ici ?» Alors que le Texas, en vrai, moi j'avais zéro attente, et le peu qu'on a vu, parce que c'est un état énorme, on a été très agréablement surpris. Donc c'était très chouette, et tu vois, la veille on était même allé voir un rodéo à Fort Worth, et on s'est retrouvé à discuter avec les gens à côté de nous qui me disaient qu'ils étaient à Dallas pour voir le match, et quand je leur ai dit que j'étais fan des Giants, ils m'ont regardé et fait « Oh no !» Ouais, bon, ils n'avaient pas grand chose à craindre de nous malheureusement. Non. Ouais, moi, à Vegas, moi à une semaine près j'aurais pu aller voir les Giants, parce que c'était Jets Raiders en fait quand j'y suis allé. Bon, ça aurait pas changé que j'avais pas forcément envie d'aller voir ce match de toute façon, mais ouais, je sais pas toi, j'ai été super, et ça m'avait pas fait ça les autres fois où j'étais aux États-Unis, mais là j'ai passé 4 ou 5 nuits dans un hôtel à Las Vegas. J'ai été malade à cause de la clim. Putain, les ricains, franchement, faut arrêter quoi. Mettre la clim à fond comme ça partout, c'est terrible, et j'ai eu la gorge sèche, les lèvres éclatées, le nez qui coule, machin, bref, ça m'a rendu malade. Je suis rentré, au bout de 24 heures, ça allait déjà beaucoup mieux et j'étais guéri. C'est juste le fait que les ricains, ils mettent la clim partout tout le temps. Et il faisait 20 degrés à Las Vegas, c'est pas comme si il faisait 45 degrés et qu'il fallait mettre la clim, quoi. Ouais. Mais bon, c'est le délire américain de mettre de la clim partout, donc... Bref. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, on s'en fout. Parlons des Commanders. On va en parler. Alors juste petit rappel pour quand même fêter cet épisode numéro 100. On remercie une nouvelle fois toutes les personnes qui participent au Patreon, ou qui ont participé, qui ont arrêté leur participation, ou qui vont participer, etc. Merci à tous. On vous rappelle que vous pouvez participer à ce Patreon et donc soutenir le podcast, soutenir le blog, soutenir le Twitter. Sur patreon.com/onlyagiantpodcast. Il y a différents niveaux d'implication, vous choisissez, et peu importe votre niveau, et même si c'est juste pour venir dire merci, eh bien sachez qu'on vous remercie chaudement et qu'on peut vivre et faire des choses en partie grâce à vous, donc c'est top. Complètement, et on en profite aussi pour remercier tous ceux qui like, commentent, qui nous envoient des tweets. Enfin, je le signalais lors du dernier épisode, mais on sent vraiment que
la communauté des auditeurs du podcast grandit. Alors, c'est pas exponentiel non plus, hein, on va pas vous dire qu'on est à 3000 abonnés, mais en tout cas, il y a de l'interactivité et ça motive de ouf de voir que ça vous plaît et que vous attendez le podcast, même quand les Giants sont pas du tout au top. Oui, oui. Après, on fait un podcast sur du foot américain en France. Et pas sur de la NFL, sur une équipe en particulier. Donc chaque interaction qu'on a avec vous, c'est effectivement top. On est toujours content de pouvoir discuter. Et on est content que ça grandisse petit à petit. Et ça fait bien plaisir. Bon, alors, 31-19, victoire, 3e victoire de la saison. On a sweepé les Redskins, les Commanders, pardon, cette année, qui étaient favoris avant ce match. Ils étaient à 4 victoires, 6 défaites. Nous, on était à 2 victoires, 8 défaites. Et puis, ils avaient un Samuel qui a fait quelques bons matchs. Qui était, je me demande, j'ai vu une stat, je me demande s'il n'était pas leader de la NFL en termes de yards à la passe. Enfin bref, donc voilà, une équipe quand même qui était ok et qui avait largement les moyens de nous battre. Mais voilà, on s'est retrouvé avec un match qu'on maîtrise. J'ai l'impression que ça devient un peu psychologique à force. Et que je sais pas, les Giants arrivent psychologiquement au-dessus des Commanders quand on fait ces matchs contre eux. Et donc on gagne 31-19. Ce qui m'a le plus marqué et le plus choquant dans ce match, pour moi, tu vas me donner ton avis, toi, avant de nous parler un peu plus de cette rencontre, mais 6 turnovers par notre défense, c'est absolument monumental, non ? Ouais, alors c'est plutôt 5 turnovers par notre défense et un turnover des special teams, puisqu'il y a un oui, fumble. ok, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Non, je chipote, mais tu as raison. De toute manière, on a gagné la bataille des turnovers complets. Alors, je me demande si d'ailleurs on n'a pas eu un match où en fait on avait un ratio de turnover positif et on a quand même perdu. Si, mais positif de plus 3, je crois, et on avait quand même perdu, je sais plus lequel c'était, faudrait revoir dans les anciens podcasts. Il me semble que c'était contre les Seahawks. Ouais, je sais plus, mais on n'arrivait pas à marquer de points, donc on avait la balle, mais on n'en faisait rien, donc c'était, voilà. Et là, tu vois, 6 turnovers, on gagne de 11 points, 12 points, c'est quand même pas non plus la raclée qu'on aurait... Normalement, 6 turnovers, tu mets une raclée à l'équipe adverse, c'est pas possible autrement. Donc bon, ouais. c'est pas non plus la grosse folie, mais 31-19, ça reste une belle victoire. Après, le dernier TD des Commanders, c'est quand même un peu dans le garbage time, enfin, sans dire qu'on est en full prevent, tu sens que la défense des Giants, elle laisse un peu... clairement. Elle laisse un peu plus passer, et donc ils remontent le terrain avec beaucoup plus d'aisance. Ouais. En fait, c'était... D'ailleurs, vu qu'on parle de turnover, autant parler de la défense en premier. Hein. Ils méritent, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, clairement, c'est eux qui ont remporté le match. Même s'ils n'ont marqué qu'un seul TD. Hein, ça reste la défense, on va pas leur demander de mettre 20 points non plus. Non, bien sûr. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, c'est pas comme d'autres matchs où, en fait, t'as eu des turnovers. Enfin, t'as des matchs où, en fait, tu vas avoir un pick six et puis un retour de fumble. Ouais, et puis bien sûr, l'attaque ne fait... Là, en l'occurrence, t'as une attaque qui a quand même marqué 3 TD et si je dis pas de bêtises, un field goal. Ouais. Mais le pick six d'Isaiah Simmons qui scelle le match. Qui scelle le match, exactement, et est absolument magnifique. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Après Samuel, il lance une saucisse. Hein. On va en reparler, mais bon. Mais voilà, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand tu regardes le match, il y a quand même pas mal de moments, tout au long du match, où les Commanders engrangent pas mal de yards. Ils font des big plays, et puis après, Samuel fait des conneries, enfin pas que Samuel, hein, puisque en effet, il a lancé des pizzas parce qu'il était bien sous pression, mais il y a eu aussi des fumbles qui ont été lâchés par... il me semble que c'est un tight end, et puis il y a leur running back aussi qui lâche un fumble. Thomas, le tight end, ils font 3 fumbles en tout. 3 fumbles, 3 interceptions. Parce qu'il y a un fumble aussi sur le special teams. Ouais. Donc, on a une prestation défensive qui est absolument dominante. On a un Dexter Lawrence qui est absolument partout, qui obtient le 4e sac de sa saison. Il en a 3 au total cette saison contre les Commanders. Il a fait que de mettre la pression, que ça. Exactement, on l'arrête pas. Et puis, on a un Kayvon Thibodeau qui fait vraiment taire les critiques, qui a eu 2 sacs, donc il est à 10,5 sur la saison, et c'est le premier à avoir plus de 10 sacs sous l'ère Wink Martindale. Et apparemment, il a raconté à un reporter qu'à la mi-temps, il est allé voir le left tackle des Commanders et il lui a dit merci, c'est vraiment sympa. Et donc il avait déjà un sac à ce moment-là, et le gars il fait mais de quoi tu me parles? Il fait grâce à toi je vais avoir 10 sacs cette saison.
Alors il aurait eu l'air con s'il n'avait pas eu le deuxième sac, mais il était clairement en confiance. Ouais, et d'ailleurs, à la fin du match, il a tellement dominé que ce que disait le commentateur, j'ai pas fait spécialement gaffe parce que tu peux pas regarder tout non plus, mais c'est qu'en fait, les Redskins, putain, faut que j'arrête, les Commanders avaient à chaque fois une méthode pour que au moins le running back aille taper Thibodeau au passage. Et Ouais. si c'était pas double teamé, mais au moins faire en sorte de le limiter au maximum dans ses actions, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup trop dominé, il a mis trop la pression, parce qu'en dehors de ses sacs, il a aussi fait des très belles actions, des contains où le mec peut pas passer, des pressions qui ont pas donné lieu à des sacs, enfin voilà, il a vraiment été Des disruptif. plaquages pour perte. Ouais, Ouais, bien tout sûr, à non, fait. non, voilà, parce qu'il a aussi un impact dans le jeu de course, et ça, on n'en parle pas tout le temps, parce que ça ressort pas autant que des sacs, évidemment, en termes de stats. Mais voilà, donc ça a été intéressant. Un joueur aussi qu'on note, c'est que McKinney, j'ai trouvé plus incisif. Il a fait quelques beaux plaquages, puissants. Il fait pas d'interception, mais il était là au bon moment. Voilà, donc c'est quand même. Je sais pas s'il y a eu un switch dans sa tête, parce que j'avais fait un article sur ça sur le blog en disant qu'est-ce qui se passe, McKinney il a pas eu son contrat et depuis il est pas au niveau et il fait que de geindre et de se plaindre voilà, sur les réseaux sociaux et devant les reporters. Donc c'est aussi cool de voir que McKinney fait un gros match. On n'en parle même pas, mais Okereke et McFadden, mec, ça me Ça fait marche tellement super bien. kiffer de voir ces deux Ouais. joueurs-là forts. Putain, mais avoir deux bons linebackers au centre, mec, mais ça change tout en fait. C'est juste parfait quoi. Et McFadden qui explose comme il explose, alors que c'est un pic de round moyen sur la Je crois que draft c'est 4 ou quatrième 5. round. Ouais, Ouais. 4 peut 4, voilà. Enfin, c'est trop cool quoi. Et Okereke, il a déjà dépassé les 100 plaquages sur la saison, donc voilà. Après les 2 ou 3 premiers matchs, rappelle-toi, où il était assez moyen, là il est vraiment en Ah train oui. d'exploser. Donc on a une défense qui vraiment c'est oui ils ont encaissé des yards mais ils ont fait des big plays et à chaque fois les fumbles provoqués c'est pas des enfin c'est forcément une erreur de la part du joueur offensif mais tu vois que le mec va mettre un coup de poing dans le ballon, c'est ultra bien Ouais. coaché en fait, les mecs savent ce qu'ils font quoi. Ah bah Cordell Flott, quand il fait il arrive là, les deux poings fermés et il tape dans le ballon. Ah ouais, magnifique. C'est d'ailleurs McKinney qui récupère le ballon. Hein. Parce qu'il saute dessus comme un mort de faim, donc là aussi tu vois la volonté du gars de faire quelque chose quoi. Ouais. Mais oui, mais alors justement, tu parles du changement d'état d'esprit de McKinney. Je pense que après qu'il ait dit les coachs n'écoutent pas et que tu as eu Wick Martindale qui a pas hésité à dire devant les reporters, il dit mais en fait je trouve ça ultra blessant parce que c'est la première fois dans ma carrière et Martindale ça va bien faire 30 ans Ouais. qu'il est en NFL. Et là C'est t'as la un première petit fois con que qui dit ça quoi, forcément voilà. tu te dis merde. Ouais. Et je pense qu'il y a eu. Je sais pas si on a remis les pendules à l'heure à McKinney, mais on lui a peut-être fait comprendre que s'il continuait comme ça, c'était certain qu'il n'aurait pas son contrat. Ouais. Et que donc il s'est peut-être rendu compte que il devait changer d'attitude et se concentrer sur son jeu. Et ça se voit sur le terrain et ça fait plaisir. Parce que, Ouais. en effet, en plus de ce fumble récupéré, il a été partout sur le terrain. On a aussi, en effet, comme tu as dit, beaucoup vu Okereke, mais on a McLeod qui a pas fait grand-chose de son début de carrière. Bah, il a un fumble forcé et une interception. Ouais, et rappelle-toi l'an C'est dernier, on en a déjà parlé de McLeod, et à chaque fois on se dit, c'est quand même le mec qui paye pas de mine, qui est un peu arrivé de nulle part, et qui maintenant fait partie des valeurs sûres de l'effectif. Je dis pas que c'est un titulaire, mais il est dans les valeurs sûres, quoi. Les mecs, tu sais que tu peux compter sur lui. Et il le montre, il est sérieux, quoi, c'est un joueur sérieux. ah ouais, donc ça fait très plaisir. Et puis qui d'autre on a Darnay Holmes qui donc a la première interception sur une pizza et on a failli avoir une interception de Pinnock qui a été C'est la loupée. deuxième interception hein, de Darnell Holmes. Enfin, c'est la deuxième du match, pardon. La Oui, oui, première, oui. ouais. Et oui, et la dernière, c'est quoi, tu dis? Tu disais quoi? Ah oui, sur la pizza, Alors oui, ok, tout à fait. Ouais. oui, oui. En fait, t'as la deuxième interception, c'est Darnay Holmes. Mais, Et je mais disais en alors, fait, juste pour info, tu dis pizza parce qu'en fait, il prend une très mauvaise décision, Samuel. C'est qu'il décide de forcer la passe. Alors, il est en train de rouler sur sa droite. Il y a 3 mecs qui lui courent après, et je sais pas pourquoi, dans sa tête, il se dit j'ai sûrement le temps de m'arrêter et de lancer la balle. Non, bah alors déjà, tu lances en mouvement si c'est comme ça. Si t'es un quarterback correct, tu l'envoies en touche parce que ça sert à rien. Mais là, le mec s'arrête,
il veut viser un joueur qui est marqué, et donc il y a je sais pas qui, sûrement Dexter Lawrence qui lui touche le bras, ça envoie effectivement une pizza, et t'as Darnay Holmes qui a plus qu'à accueillir le ballon. D'ailleurs, c'est là où il y a McKinney qui est juste à côté, et ils auraient pu s'embrouiller, limite se gêner, et que finalement ça finisse pas en interception, mais en fait c'est réussi. Ouais. Bah, l'interception de Holmes et l'interception de Simmons sont le résultat d'une superbe pression de Dexter Lawrence et compagnie. Ouais. Ça, il n'y a pas de doute. Et c'est très très mauvais choix de la part de Samuel de vouloir forcer comme ça. Il y a eu aussi une interception loupée de Pinnock dans le deuxième quart-temps. Ouais. Donc on aurait pu avoir un peu plus de turnover, mais bon, on va pas trop se plaindre, on est quand même à 6 turnovers, c'est fou quoi. Et puis après, si on doit parler de négatif, il y a juste 2 choses, c'est Cordell Flott qui se fait éjecter pour s'être battu après le TD de mais de tu Samuel. fais quoi franchement, moi je lui en veux pas. Hein. Non, enfin, Curtis Samuel s'est fait éjecter aussi. Le truc, c'est que si tu préférais avoir tous tes joueurs. Après, en effet, il y a eu d'autres fois, je crois que c'était contre les Jets, où t'as Leonard Williams qui commence à mettre des coups de poing parce qu'il se fait attaquer, parce que Kayvon Thibodeau est par terre et se fait attaquer par un joueur adverse. Il me semble que c'est contre les Jets, mais je me trompe peut-être. Et là, on avait dit, c'est bien, au moins, ils sont tous en train de serrer les coudes et ils se soutiennent. Bon, là, les arbitres ont dit, non, c'est bon, là, vous dégagez. Donc ça, c'est non, mais ils ont raison, franchement, je pense que les arbitres ont pris la bonne décision. Il y a une baston, allez, on vire 2 joueurs, comme ça calme un peu tout le monde. Ouais, voilà. Et surtout que tu es sur un match de division, donc tout le monde est chaud et tout le monde a envie de se rentrer dedans. Donc en effet, il faut calmer un peu tout le monde. Et juste, deuxième point négatif, mais bon, c'est vraiment très relatif, c'est Dante Banks qui concède un TD en fin de match. Mais je pense que Dante Banks, globalement, j'ai l'impression qu'il a fait un bon match pour couvrir McLaurin, dont on a à peine entendu parler de toute la rencontre. Ouais, par contre, je suis d'accord avec toi. Donc effectivement, il encaisse un TD. Tu disais, c'était pas du garbage time, mais pas loin. En tout cas, on était vraiment en préventif. Donc bon, c'est un peu moins grave. Seul truc, c'est petit reproche sur lui, c'est qu'il a fait un... Faut qu'ils arrêtent les joueurs de faire ça, mais il a fait un live sur je sais pas quoi, Twitter ou je sais pas quoi. Ouais, j'ai vu. Et il a dit... parce que lui, en fait, vient de là, son université. Alors, je sais pas, Maryland, ça doit être dans le même coin que Washington, peut-être, je sais pas. Oui, il est littéralement à 25 minutes. Je suis allé voir sur Google Maps pour voir à quel point c'est pas. Il est à 25 minutes en voiture du centre de Washington, D.C. Et surtout, en fait, il a fait son lycée dans le Maryland aussi, mais au nord de Baltimore. Ouais. Donc il vient de là, c'est son fief en fait. Et du coup, ce qu'il dit, c'est bien fait pour eux. Ils auraient dû me piquer avec le pick 16 où ils ont pris Emmanuel Forbes, hein, c'est ça. Ouais. Et donc il les trash un peu, enfin même beaucoup. Il est assez violent dans ce qu'il dit. Je trouve que c'est pas nécessaire, t'as pas besoin. Il a dû le prendre de manière un peu personnelle. Maintenant t'es chez les Giants, gros. Enfin voilà. Est-ce que vraiment t'as besoin de faire ce genre de commentaires ? Je suis pas sûr. Bon, j'espère que c'est anecdotique et que voilà, enfin, on a eu suffisamment de joueurs cons qui faisaient des trucs sur les réseaux sociaux cons que j'ai pas trop envie de voir ça, mais bon. Ouais, non, c'est clair. Bon, c'était pas le truc le plus malin qui est fait, mais ça, c'est pas trop méchant non plus. Non. Il pourrait dire exactement la même chose à propos des Baltimore Ravens si un jour il les rencontre, parce que pareil, quand il était au lycée, il était vraiment à côté de Baltimore. Mm-hmm. Donc je pense qu'il voulait être dans son fief, comme tu dis, mais après, il est pas très loin de chez lui, parce que c'est pas comme s'il s'était retrouvé à Los Angeles, où là, il est de l'autre côté du pays, là, il est à New York, en quelques heures, il est chez lui. Donc, il y a pas trop de soucis de ce côté-là, quoi. Non, c'est sûr. Ok, donc, c'est un match, cette défense qui a encaissé quand même des yards, mais qui a fait des actions d'éclat, et on a eu du mal, en début de saison, à avoir des turnovers. Et j'ai l'impression qu'on en a quand même beaucoup il y a plusieurs matchs, on a eu plusieurs turnovers, donc c'est quand même très positif. Et cette défense qui, par des actions d'éclat, a vraiment réussi à s'imposer. Et voilà, on a pris des jeux de course assez longs, voilà, ce genre de choses-là, mais globalement, on a quand même dominé. Et Samuel qui finit avec un TD, 3 interceptions. C'est pas une première pour Samuel, je crois qu'il a fait un match cette année à 0 TD, 4 interceptions sur un match. C'est marrant parce que, bon, c'est pas un podcast des Commanders, mais ce joueur-là, on en discutait en pré-saison avec Commanders Belgique, qui nous disait que voilà, il allait exploser machin, et oui, il a explosé sur certains aspects, mais ça reste
un QB inconsistant, donc putain, ça se dit pas encore inconsistant, c'est ça? Inconstant. Irrégulier. Et donc bon, on verra ce que va donner la suite de sa carrière. Est-ce que les Commanders vont lui faire confiance? C'est une belle progression de sa part, mais il a quand même des matchs assez dégueulasses, donc on verra. Ouais, après c'est un choix de 5e tour. Hein. C'est un choix bien sûr, mais si t'en fais, peu importe le tour dont tu viens, si à un moment donné tu dis c'est mon franchise QB, voilà, je sais pas ce qu'ils vont faire. Après, je pense pas qu'ils en ont pas encore fait leur franchise QB puisqu'ils l'ont pas, enfin, ils coûtent peanuts aujourd'hui, mais je pense que oui, en effet, aujourd'hui ils regardent OL en se disant c'est le QB qui nous donne le plus de chances pour gagner. Parce que derrière, tu as Jacoby Brissett ou Jake Fromm, et nous, Jake Fromm, on sait ce que ça vaut. Mais oui, je pense que c'est sa première saison comme titulaire. C'est un peu une saison rookie pour lui, quoi. Il a montré de belles choses, hein, et voilà. Ouais. C'est juste, est-ce qu'il va réussir à un moment donné à être plus régulier? Je pense que c'est ça qui lui manque. Ouais. Voilà, non, clairement. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on veut dire sur cette défense? Ah oui, sur Thibodeau, mec, j'ai vu un truc. C'est que c'est le premier joueur... Enfin, c'est pas le premier. La liste des joueurs de moins de 20... Alors, c'est toujours les stats à l'américaine. De moins de 22 ans qui ont plus de 10 sacs après 11 journées de championnat. Bon, tu vois, ça fait beaucoup de trucs à la suite. Mais bon, il y en a pas beaucoup. Et la liste, c'est... une pleine lune de mars. Ouais, non, mais bref. Tu vois, qui ont beaucoup de sacs jeunes... C'est une liste où il n'y a que des très très bons joueurs dedans, et donc c'est encourageant pour Thibodeau en tout cas. Voilà. Ouais, non, c'est ultra encourageant parce que surtout en début de saison, on se disait quand est-ce que ça vient, et puis lui-même il était frustré. Je sais pas si tu te rappelles de ce match, il me semble que c'est le match justement contre les Cowboys où on se prend 40-0, où à un moment il est tout seul sur le banc de son côté, quoi. Ouais, oui, c'est vrai, je me rappelle. Ouais. Voilà, et tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et en fait, je pense que tout se passe très bien dans sa tête, hein. C'est bon, maintenant, le compteur des sacs est débloqué, mais tu vois, on voit un joueur comme Dexter Lawrence qui n'a que 4 sacs, ouais, mais c'est normal. Et pourtant, c'est l'un des joueurs défensifs les plus dominants de cette ligue. Ouais, complètement. Donc, largement. C'est beau les sacs, c'est pas une stat qui ne vaut rien, au contraire, ça a de la valeur, mais ça ne te raconte pas toute l'histoire. Exactement, je suis 100% d'accord avec cette déclaration, mon cher Thiergo. Passons sur l'attaque des Giants qui, menée par Tommy DeVito, seulement le deuxième start de sa carrière, en même temps il est rookie non drafté, on le rappelle, nous réalise un match à 18 sur 26, 246 yards et 3 TD pour 0 interception. C'est bizarre de décrire ce qu'a fait cette attaque, parce qu'il y a eu du très bon et du très pourri. Au-delà de ces stats qui sont très intéressantes, avec un rating incroyable, on a quand même encaissé 9 sacs. Donc c'est... Voilà. Je sais pas comment analyser ça. Il y a une partie des sacs qui est pour la O-line, une partie des sacs qui est pour DeVito, qui a mis trop longtemps. Il est étonnamment stoïque et serein dans sa poche, alors que la O-line devant lui est pourrie. Voilà, je sais pas, donne-moi ton avis sur cette attaque, Thiergo. J'ai encore du mal à me faire un avis pour l'instant de ce que j'ai vu hier. Alors, de là à dire que la O-line est pourrie, je sais pas. J'ai quand même l'impression qu'on voit de la progression par rapport au moment où on n'avait plus Andrew Thomas, où on n'avait pas Justin Pugh, où là c'était vraiment horrible. Alors, bien entendu, ils ont concédé 9 sacs, et Brian Daboll a dit en conférence de presse, mais par contre, c'est pas que de leur faute. Donc, il dit clairement que DeVito est responsable, et il a tendance à garder le ballon beaucoup trop longtemps. Après, j'ai l'impression, et d'ailleurs c'est pas un succès à mettre que sur le compte de DeVito, puisque encore une fois Brian Daboll, pendant la conférence de presse, il a dit Kafka a appelé un très bon jeu et un très bon plan de jeu, et il voulait souligner justement le travail de son coordinateur. Et je pense que ce que Kafka a fait lors de ce match, c'est que avec DeVito, sur les 3 premières rencontres, on essayait de limiter la casse, et on se prenait des sacs, et on n'avançait rien. Enfin, on avançait à rien, enfin, on faisait rien. Et là, ils se sont dit, bon, de toute façon, on va se prendre des sacs. Donc, autant tenter. Et on a vu énormément de big plays, ce qui, moi, au début, m'a surpris. Surtout que moi, j'ai loupé le début du match, j'étais pas encore réveillé. Je suis arrivé au 3e quart-temps, donc quand j'ai regardé le début, je fais, ah ouais, en fait, ils ont attaqué fort très vite. Et DeVito, j'ai compté, c'est
6 passes complétées de plus de 20 yards. J'ai pas souvenir d'avoir vu Daniel Jones faire ça souvent. Bah, il l'a fait contre les Cardinals, hein, où il y a eu plein de big plays. Mais tu as 100% raison, ce que tu soulignes. En fait, cette attaque, elle a été, ça n'a pas été des gros drives longs à base de jeux courts. Ça a été beaucoup de big plays. Alors, pas des big plays de 80 yards, mais des big plays de 20-30 yards qui ont su nous débloquer. Il a fait quand même des passes sur troisième tentative intéressantes de Vito. Il a été globalement quand même très précis. À part une action où il lance derrière le receveur, derrière Wendell Robinson, il a été exceptionnellement précis et des passes vraiment bien zippées. Tu sens que le mec est jeune et qu'il a un bon bras parce que ses passes sont quand même assez puissantes. Moi, il m'a impressionné, très honnêtement, à part quelques actions où il met trop longtemps, mais peut-être que c'était le plan de jeu. Et vraiment, il y a eu aussi une erreur à un moment sur une screen pass où il faut la lancer quoi qu'il arrive parce qu'il sait que les mecs vont lui arriver dessus parce que la O-line décroche. Donc tu sais que tu vas te prendre 3 mecs sur le dos. Donc il faut lancer, tu peux pas garder le ballon. Et en fait, j'ai revu cette action. Au moment où il veut lancer, le receveur est pas encore retourné. Mais tant pis, il va se retourner. Tu sais que c'est ça le jeu. Donc lance la balle et évite le sac. Donc ça, c'était débile. Ouais. Mais c'est des erreurs qui se corrigent, ça, si tu veux. Et peut-être un manque d'awareness, encore une fois, sur sentir les joueurs autour de toi, que tu vas être sous pression, etc. Globalement, quand même, il fait un sacré match, quoi. J'ai trouvé sa prestation vraiment intéressante. Après, concernant la puissance du bras, je pense qu'on a été habitué à bien mieux avec Eli Manning. Daniel Jones, c'est pas le même niveau. Je veux dire, De Vito, il n'était pas undrafted pour rien. Il a des lacunes physiques et aussi un peu mentales. Au niveau du mental, tu peux travailler. Après, la puissance du bras, je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être coaché. Mais si tu regardes le côté mental, il y a eu en effet cette screen pass où il se loupe complètement. Il y a aussi la 4e et 2 où là, tu vois toute sa progression, tous les joueurs qui se démarquent et il ne fait rien. Ah oui, là, mec, ils sont tous démarqués. Et il lance pas une seule balle. Alors ça, et il lance pas une seule balle. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Alors après, en effet, il a fait des super passes, tu vois. Par exemple, la 3e tentative, en début de match, où il lance sur Saquon Barkley côté droit et Barkley fait une réception en extension de toute beauté. Tout début de match, tu dis, waouh, c'est dingue. Et il en fait une sur Slayton, le drive d'après, sur un tracé skinny post qui est parfaite aussi. Elle est dans l'intervalle. Enfin, c'est des passes qui sont vraiment superbes, quoi. Ouais, le premier TD, c'est un TD de 24 yards sur Saquon. Mais il est trop beau. Entre le cornerback et le safety. Alors, c'est pas comme si les deux joueurs étaient directs sur Saquon, mais tu vois, il fallait bien la placer cette balle parce que si elle était sous-dosée, c'était intercepté. Bah, c'est un tracé wheel route et d'ailleurs apparemment Saquon Barkley a dit depuis le temps que je voulais faire ça et que je demande ce tracé-là. T'as le receveur sur la droite de la ligne qui fait un tracé intérieur pour amener avec lui le safety et t'as Saquon Barkley qui croise et qui fait un tracé sur l'extérieur et qui en homme à homme avec je pense le linebacker et qui le bat évidemment. Là aussi la balle est parfaitement lancée, il la met exactement là où il faut, quoi. Elle est magnifique. Le TD de Slayton, par contre, c'est donc tu as une play action de Barkley et puis il envoie sur la gauche. Slayton a dû un peu ajuster parce que la passe était légèrement sous-dosée. Ouais. Et puis après, il a battu le CB, il allait marquer. Et enfin, tu as le dernier TD là qui est un petit TD de 5 yards envoyé dans le flat, mais c'est très très bien exécuté. Mais en plus de ces TD, en effet, comme tu l'as dit, il y a eu des passes qui étaient absolument magnifique. Après, on avait quand même en face à nous une défense qui est très indisciplinée et qui a perdu 2 de ses meilleurs joueurs. Donc, faut relativiser. Je m'attends pas à une prestation comme ça face aux Eagles, par exemple. Là, on va se faire démonter. Mais faut prendre le positif là où il est. On a encore un match contre une équipe faible, a priori, puisque les suivants sont les Patriots. Enfin, avant qu'on parle de ça, continuons sur la défense. Mais, en tout cas, c'est très encourageant pour De Vito, ça c'est sûr. Non, voir un mec à ce niveau-là, après si peu d'actions, en tout cas, on voit vraiment une progression dans son jeu. Rappelle-toi, la première fois qu'il rentre en jeu, on lui fait faire 0 passe. Le match d'après, il lance 10 passes. Enfin, voilà, et à un moment donné, on s'est dit... et tu l'as dit, le plan de Kafka était bien meilleur.
J'ai l'impression qu'il s'est passé la même chose qu'en deuxième mi-temps contre les Cardinals. On se dit, de toute façon, il faut y aller et il faut faire des choses. Et le plan de jeu a complètement changé et ça marche. Et en fait, ça fait 2 fois qu'on se dit, il faut qu'on fasse des tracés longs, qu'on lance des passes longues et qu'on lâche le bras de notre QB. Et à chaque fois, ça fonctionne. Ben voilà, il faut, quitte à encaisser des sacs. Mais t'as raison, c'est ça en fait, c'est exactement ce que t'as dit. On sait qu'on va encaisser des sacs, tant pis, mais il faut qu'on fasse ce genre d'action, sinon on n'y arrivera pas. Et ça a payé. Oui, on a encaissé des sacs, mais ça a payé. Donc bon. Et les plans de jeu étaient très bons, parce qu'il y a eu des actions. Tu parlais de la réception de Slayton, donc le jeu est très bon, il se retrouve tout seul. On a eu un jeu un peu similaire sur Bellinger, qui est en position de fullback, qui fait semblant d'aller le bloquer, qui sort et qui gagne des yards. Et là aussi, elle est un petit peu derrière lui, mais c'est pas grave. Je préfère que dans ce genre d'action, le joueur est seul. Je préfère qu'elle soit lancée un tout petit peu derrière, mais captée, plutôt que le QB se rate et la surdose et le joueur la rate. Ce serait dommage. Donc bon, voilà, c'est aussi sur le plan de jeu de Kafka qui a été bon et des jeux bien appelés. Le TD de Barclay, c'est pareil, c'est bien appelé. Et voilà, j'ai quand même senti un plan de jeu bien meilleur et des appels de jeu bien meilleurs de Kafka que ce qu'on a pu voir depuis le début de saison. Et aussi, un deuxième aspect qui est très important et qu'on a soulevé plusieurs fois pendant la saison, c'est la course et cette volonté de ne pas abandonner la course. Ouais. Parce que, première mi-temps, il y a 6 courses, on est à moins 2 yards. Voilà. On est même pas, on a rien fait. Et puis, deuxième mi-temps, en fait, c'est vraiment fin de troisième quart-temps, ça a commencé par, je crois que c'était une course de 36 yards côté gauche de Barclay. En fait, Barclay, il a fait 8 courses, 85 yards. C'était du grand n'importe quoi. Et donc, voilà, donc il termine avec un total de 83 yards. Donc Barclay, c'est quand même 140 yards tout confondu, hein, réception et à la course. Enfin, ce joueur, tu vois, on a dit beaucoup de choses sur Barclay. Il faut pas drafter un running back deuxième tour, etc. Enfin, deuxième choix, blablabla. Il est tout le temps blessé. Quand il a des matchs comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui fait rêver? Il est incroyable, ce joueur. Ouais, non, c'est sûr. Et je l'ai jamais vu aussi bon à la réception. J'ai toujours... Enfin, j'ai jamais été un grand fan de Saquon Barclay à la réception, parce que j'ai toujours trouvé qu'il faisait des conneries et qu'il lâchait la balle sur des trucs faciles ou ce genre de choses. Et là, il fait des réceptions vraiment pas faciles. Et il les a toutes assurées, et sur un tracé slant, etc. Enfin, des choses vraiment pas faciles pour un running back. Donc j'ai trouvé très bon sur ça. Et c'est la première fois que je le trouve aussi fort en réception de passe. Par contre, comme je disais à Nitti par texto pendant le match, je trouve qu'il a perdu un tout petit peu de vitesse de pointe et des actions qui nous faisaient de 80 yards au début de sa carrière où il était irrattrapable. Là, il a l'explosivité, mais par contre, donc il a l'accélération qu'il faut, mais sur la vitesse de pointe, je pense qu'il a un tout petit peu perdu par rapport au début de sa carrière et il finit par se faire rattraper, là où avant il pouvait aller au bout. Et selon toi, tu penses que c'est dû à quoi? C'est les blessures, c'est le fait qu'il se soit plus musclé dans les jambes, donc il est moins rapide. Je pense que c'est les blessures, l'âge, voilà, je pense que tu es au pic de ta forme à 18-20 ans, et forcément, tu fais que décliner. Mais il a d'autres qualités, et si tu fais des courses de 30 yards, ça me va aussi. Bon, c'est sûr que c'était sympa de le voir gagner 80 yards, mais bon, voilà, maintenant il y a des joueurs plus rapides que lui. Il reste quand même très explosif, hein, quand il arrive à 200 à l'heure là au milieu de la ligne et que tu vois qu'il passe le premier rideau derrière, c'est très difficile d'aller le plaquer quand même. Donc, voilà. Mais très juste ce que tu dis, on n'a pas abandonné la course, on a quand même si on n'a pas fait 50 courses, on a quand même réussi à relancer des courses à un moment donné, à tenter autre chose, c'est-à-dire que on voit que les courses à l'intérieur ça marche pas, on va courir off tackle, on va courir sur des pitchs, ce genre de choses là, et ça a fini par passer, et ça a donné des gros gains qui font vraiment du bien. Quand t'as des courses de 30 yards au milieu d'un drive, je peux te dire que ton drive c'est plus le même et t'es un peu plus tranquille, quoi. Ah, c'est clair. Donc ouais, ça je très important pour les Giants. De toute façon, Barclay reste encore leur meilleure arme offensive. Vu qu'en plus on n'a plus Daniel Jones, donc c'est ni Darren Waller, hein, donc rappelons. Ni Darren Waller. Ouais, tiens, d'ailleurs je l'avais oublié lui. Il est blessé, hein, il est sur injury reserve, donc il va être absent pendant au moins 4 matchs. Il doit rester au moins 2 matchs là, je pense. Donc. Et d'ailleurs justement en parlant d'injury reserve, petite question pour toi, petit débat de 2 minutes. Donc il me semble que Tyrod Taylor est encore absent la semaine prochaine. Après c'est la bye week. Ouais. Donc, ça veut dire qu'après la bye week, Tyrod Taylor peut être à nouveau activé. Est-ce que tu mets Tyrod Taylor en titulaire ou est-ce que tu gardes DeVito? Alors, tu dis qu'il peut être activé, ça veut pas dire qu'il sera plus blessé. J'ai pas l'impression qu'il va revenir tout de suite quand même. Il reste combien de matchs là en tout dans la saison? Il en reste 1 ou 6, ouais.
6. C'est une bonne... Franchement, ça dépend des matchs qu'il va jouer. Si la semaine prochaine, il nous refait un bon match comme ça, écoute, tu sais que Tyrod Taylor est plus là l'année prochaine, que c'est pas ton QB du futur. Si tu te dis De Vito est là, il peut être remplaçant ou QB3, enfin, il faut trouver quelque chose parce que ça va dépendre de si on draft un QB ou pas. Moi, je suis plus d'avis. De toute façon, la saison, elle est foutue. On va pas aller en playoff. À moins qu'on fasse un run incroyable et qu'on finisse à 9-8, mais j'y crois pas. Moi, je laisserais De Vito. S'il est au niveau et que ce qu'il montre, c'est intéressant, je préfère développer un QB rookie que de mettre un QB, un QB vétéran qui n'est pas l'avenir de l'équipe. Je pense que c'est plus intéressant. Voilà. Même sur les joueurs de champ, hein, quand tu peux en tester des joueurs, tu fais tourner, tu fais gagner de l'expérience. De toute façon, la saison, elle est là pour ça maintenant, au point où on en est. Donc voilà, Ouais. je pense que... Alors, après, le match contre les Patriots, même si c'est pas une bonne équipe, c'est une défense un peu plus coriace, puisqu'ils sont 18e en yard à la passe, 10e en yard, enfin en passe TD. Hein, ouais, mais en attaque, ils sont nuls à chier par contre. Hein. Non, oui, non, mais là, je te parle justement par rapport à De Vito. Là, on va avoir un De Vito qui va être un peu plus challengé contre les Commanders. Les Commanders, ils sont 29e en yard à la passe concédés défensivement. Enfin, ils sont nuls. Donc, c'est pour ça qu'il a eu autant de succès. C'est ce que je veux dire. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'on n'est plus la plus mauvaise équipe en attaque parce que les Jets, ils ont encore mis que 6 points hier. Ils sont vraiment catastrophiques en attaque, les Jets. Faudrait voir globalement si. T'as vu la vidéo de Zach Wilson qui fait de la marche arrière et se vote qui tombe tout seul. Ouais, je l'ai vu. Bon, ça veut pas dire que tu peux faire ça et être un très bon QB, ça veut rien dire, mais oui, il est pas en confiance. C'est terrible ce qui arrive aux Jets qui se voyaient déjà au Super Bowl et qui là n'arrivent plus à rien et qui en attaque sont incapables de faire quoi que ce soit. Et ils ont une bonne défense, mais là ils encaissent 32 points contre les Bills. En même temps, si ton attaque fait rien, tu peux pas tenir éternellement, donc forcément tu vas encaisser des points, quoi. C'est obligé. C'est sûr. Ouais, écoute, moi je pense qu'on a fait le tour de ce que j'avais à dire sur nos Giants. Est-ce que non, bah écoute, pour ceux qui sont en mode il faut tanker, bon, bah, ah oui, tiens, encore parlons de ça 2 secondes. Ouais, voilà, ils vont pas être contents parce que maintenant on est 5e moins bonne équipe. Enfin, tu vois, on était en deuxième position dans la draft. Maintenant, je pense qu'on est en 5e position. Si je dis pas de bêtises, puisque les Cardinals et les Bears ont perdu, les Panthers aussi ont perdu, donc pas top. Alors même si le truc c'est que même si certaines de ces équipes, par exemple les Cardinals, les Cardinals ou les Panthers, s'ils se retrouvent avec le pick 1 et 2, ils vont pas prendre de QB, ils viennent d'en prendre. Enfin, ouais, mais les Panthers ils l'ont pas filé à Chicago leur pick. Je crois que c'est Chicago a 2 picks dans le top 5. Hein. Ils ont 2 picks. Si, t'as raison, j'avais oublié ça. Mais bon, voilà, ce que je veux dire, c'est que si t'as une équipe qui, a priori, a déjà un QB, alors je sais pas si les Bears comptent garder... comment il s'appelle j'ai plus son nom. Justin Fields. Non, mais en fait, là, Justin Fields et Kyler Murray, les deux sont sur la sellette. Hein. Clairement, pour moi, on peut pas dire c'est sûr que les deux vont pas prendre de QB. Non, je suis pas d'accord. Même Kyler Murray, il revient, il a l'air de plutôt bien se débrouiller, non? Bah, s'il fait une bonne fin... C'était ça, en fait, je sais plus quel compte Cardinals France disait ça. S'il fait une très bonne fin de saison, voilà, et qu'il montre que c'est un bon QB, oui, il va continuer. En fait, c'est ça. Nous, on a tout intérêt à ce qu'il gagne des matchs déjà pour qu'il passe devant nous derrière nous à la draft, et pour que Kyler Murray joue bien. En fait, c'est même plus, on a envie que Kyler Murray joue bien. C'est surtout ça qu'on veut. Même s'ils perdent des matchs, parce qu'ils ont une équipe qui est quand même décimée, et qui a tanké plus ou moins volontairement. Mais oui, il faut que ces deux QB jouent bien. Justin Fields, j'ai l'impression qu'on va arriver à la fin d'un test et ils vont peut-être passer à autre chose quand même. Donc on va voir. C'est qui la dernière équipe qui est dans le... Attends, je l'avais sous les yeux il y a 2 secondes. La dernière équipe, il me semble, ce sont les Panthers. Ouais, c'est ça. En fait, les Panthers ont 1 victoire, les Cardinals ont 2. Non, pardon. Pour l'instant, devant nous à la draft, il y a qui ? T'as dit Cardinals, Panthers. J'ai pas l'ordre de draft. Là, je te donne justement le classement NFL. Okay. Ouais. Donc, t'as les Bears, les Patriots, les Cardinals et les Panthers devant nous. Sachant que les Panthers ont donné leur pick aux Bears. Donc, mais les Patriots, ils vont prendre un QB. Pardon ? Les Patriots, ils vont prendre un QB. Ça, c'est le problème, ça. Aucune idée. Oui, probablement. Hein.
Ah bah oui. Probablement, mais après, c'est fini, leur QB, c'est terminé. Bill Belichick, c'est aussi un champion du trade down. Ah, écoute, bah, pourquoi pas un candidat au trade avec nous, hein, pourquoi pas. S'il estime être plus malin que tout le monde et aller choper un QB au 6ème tour qui va jouer 20 ans, voilà. Il l'a fait une fois, on sait jamais. Il l'a fait une fois, pourquoi pas deux. Ouais, non, je pense justement statistiquement, tu l'as fait une fois, c'est fini, ça t'arrivera plus jamais. Ok, et bah écoute, ouais, donc match contre les Patriots, donc une équipe bien au fond du panier comme nous, ça risque d'être un match assez moche, on va voir. Si on fait un match avec aussi turnover comme on l'a fait cette semaine, écoute, moi je prends, hein, ça me va bien. C'est à quelle heure, juste pour savoir? Je vais regarder aussi en même temps. Je ne sais pas. Attends, je regarde sur le site NFL, donc on sera en semaine 12. C'est à 19h. 19h, parfait. Et bah écoute, voilà, retrouvons-nous la semaine prochaine à 19h pour voir ce match. Tout ce que je veux pas, c'est qu'on se fasse marcher dessus. Ça serait trop chiant après une victoire comme ça. Qu'on perde, ok, pourquoi pas, mais qu'on se fasse pas marcher dessus. Alors, petite info quand même, parce qu'il y en a qui disent oui, on n'était pas censé tanker, machin. Un joueur NFL, ça ne va jamais tanker. C'est comme si vous disiez, vous allez au boulot et vous dites, tiens, je vais faire exprès d'être nul. Non, c'est pas possible. Tu veux pas te faire virer, t'as besoin de faire tes preuves un peu tout le temps. Donc tu peux pas faire exprès d'être nul. En NFL, c'est pareil, notamment les joueurs, à part des joueurs titulaires qui vraiment sont incontestables, qui s'ils sont un peu nuls, c'est pas grave. Mais c'est pas possible qu'ils demandent aux joueurs, s'il vous plaît, perdez ce match, machin. Aucun joueur ne fera ça et les joueurs vont toujours jouer leur vie à chaque match. À moins d'un manque de motivation. Les coachs, c'est pareil, un coach qui va très mal coacher, voilà. Tout ce qu'on peut imaginer, et je sais plus dans quel podcast j'ai dit ça, c'est qu'un GM fasse soit des changements et des échanges volontairement pour que son équipe récupère des pics, etc. Soit qu'on demande de ne pas faire jouer tel joueur, ou on disait Tommy DeVito, on va le faire jouer alors qu'on a un quarterback 2 là actuellement, Barclay, il s'appelle Barclay, c'est ça le quarterback? C'est Matt Barclay, ouais. Matt Barclay. Il est plus expérimenté, machin. Très honnêtement, je pense que dans la tête de Daboll, on a plus de chances de gagner avec un DeVito qu'avec un Barclay. Et ça mise plus sur le futur aussi. Donc on pourrait se dire, on fait des switches de personnel exprès, mais on peut pas demander aux joueurs de ne pas jouer. Ça n'existe pas des joueurs qui tankent. C'est impossible. Ouais, tu vois, j'ai du mal avec cette idée de miser sur le futur avec Tommy DeVito, parce que pour moi, c'est... Non, mais pour ton QB remplaçant. Je dis pas que c'est ton QB titulaire. Non, même pas. Non, franchement, l'année prochaine, si on peut avoir mieux que DeVito comme QB2, ça... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait Tyrod Taylor, hein, DeVito, il aurait jamais dû voir le terrain. Mais ce que je veux dire, c'est que si on joue un peu la théorie du complot, peut-être que Daboll s'est dit, bon, DeVito, je vais pas m'emmerder à mettre un quarterback qui arrive de nulle part pour lui apprendre le playbook, etc. et ça va mal se passer. Je garde mon undrafted QB comme titulaire, parce que de toute façon, l'année prochaine, je sais que je suis là. Joe Shane, il est là, donc moi, je serai là aussi. On est un peu un package deal jusqu'à un certain point. Donc en fait, Daboll, il peut aussi se dire, ah, moi, j'aimerais bien avoir un meilleur QB l'année prochaine, et on en parlera ce serait sympa de faire ça avec Nitti, de la stratégie de la draft des Giants l'année prochaine, et notamment de l'énigme Daniel Jones. Qu'est-ce que tu fais, hein? Mais bon, je suis complètement d'accord avec toi. Les joueurs ne tankent pas. Il peut y avoir des joueurs qui perdent de la motivation, mais là, on l'a vu sur ce match, ils étaient à bloc et ils ont tout donné. Et en fait, ça fait plaisir parce que quand semaine après semaine, tu te prends des grosses branlées. Moi, j'y suis allé un peu en traînant des pieds au match des Cowboys. Bizarrement, ouais. Voilà, parce que quand on a perdu Daniel Jones contre les Raiders, j'ai fait oh non. Parce que tu vois, autant on aurait eu Daniel Jones contre les Cowboys, je m'attendais pas à ce qu'on gagne le match, mais je m'étais dit bon, on va être un minimum compétitif. Et là, en fait, contre les Commanders, on a été plus compétitif, on a été dominant. C'est pas aussi parce que c'est une défense très très faible, hein, qui a perdu 2 de ses meilleurs joueurs, mais c'est une bouffée d'air frais qui fait très plaisir. Et pour le tanking, même si, oui, moi aussi, ça me ferait plaisir d'avoir un très bon QB l'année prochaine, alors j'ai aucune idée de ce que valent vraiment Caleb Williams et Drake May, mais c'est les deux noms dont on parle tout le temps. Ouais. Je me demande si en NFL, ils ont déjà considéré à faire une draft un peu comme la NBA. Tu sais, ce système de loterie qui dit... avec du hasard sur les premiers tours, ouais. Ouais, c'est-à-dire que les plus mauvaises équipes, alors par exemple, tu prends les équipes qui sont dans le top 10 de la draft, et ben,
si t'es la pire équipe, bah t'as plus de chances d'avoir le premier pick que les autres. Enfin voilà, c'est une sorte de loterie. Comme ça, en fait, il y a toujours ce côté aléatoire qui fait éviter le tanking, justement. Ouais. Voilà, qui fait que t'as aucun intérêt à vraiment éviter. Enfin, que tanker ne te garantit pas d'avoir le premier pick. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Ça pourrait être intéressant de voir ça. Ok, j'avais un truc à dire et j'ai oublié. Oui, si, juste je voulais dire que je suis pas aussi catégorique que toi sur De Vito. Moi, je pense que s'il joue très bien, t'as besoin de voir ce qu'il vaut pour en avoir ton QB3. Maintenant, la NFL, mec, c'est trop important que t'es remplaçant. On en arrive à un stade où on se disait, tu te rappelles, il y a des podcasts où on disait, oui, la NFL actuellement, les QB se blessent, c'est très important d'avoir un QB2. En fait, on en arrive à un stade où il y a tellement de blessures que c'est même important d'avoir un QB3 correct, en fait, presque. Tu regardes le nombre de blessures qu'il y a dans les équipes, Burrow qui s'est encore blessé, bon évidemment t'as des joueurs qui sont toujours injury prone, mais même les équipes où ça se passe bien, il y a des blessures, là les Seahawks, il s'est blessé, enfin, voilà, ça arrive dans toutes les équipes, pour une raison qui m'échappe aux Eagles, il a l'air de jamais se blesser, Jalen Hurts, bon bah tant mieux, ça se trouve il a une longévité à la Eli Manning, et tant mieux pour eux, mais bon, voilà, je pense qu'il a quand même une carte à jouer, et s'il fait une saison... Enfin, s'il fait la fin de saison, mec, sur le niveau qu'il a eu sur ce match-là, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, on n'est pas à l'abri que ce soit Daniel Jones remplaçant avec un QB, ou alors un QB rookie qui soit QB2 et Daniel Jones titulaire l'an prochain, le temps de faire mûrir un QB. Bon, voilà, je sais pas. Tous les scénarios sont possibles, on verra. Pour De Vito, ce qui est sûr, c'est que là aujourd'hui, alors je pense pas que ce sera un jour un titulaire à 100% en NFL, mais il est en train de se faire sa promo là, c'est-à-dire que il n'a pas la pression de gagner parce que clairement les playoffs sont hors de portée, donc voilà, il faut juste qu'il joue et qu'il monte de la progression. Et NFL, ça veut dire not for long. Il y a beaucoup de joueurs qui atteignent jamais la troisième saison et qui en fait n'ont plus aucune chance. Lui, en fait, s'il montre qu'il est capable de gagner quelques matchs, de faire les bonnes passes, d'avoir les bonnes lectures, etc. Oui, en effet, s'il n'aura pas un poste de backup chez les Giants, il aura peut-être un poste de backup ailleurs. Alors bien entendu, lui, il préfère avoir un poste de backup à New York, que ce soit Giants ou Jets, parce qu'il est du coin. Donc, oui, c'est très bien pour lui. C'est juste qu'en fait, quand je vois comment est-ce qu'il joue, on voit des belles choses, mais on voit aussi des choses qui sont très très vilaines, quoi. Bien sûr, mais mec, c'est son deuxième match. C'est pas étonnant du tout. Plus que son deuxième match là. Bah, il a joué en tant que titulaire. C'est sa deuxième titularisation, voilà. C'est son 4e match. Bah, il a joué un quart-temps à gauche, un quart-temps à droite, ça compte pas ça. Où il était à peine formé, il prenait à peine des reps. Dis-toi aussi que quand t'es pas titulaire, ça veut dire que tu prends quasiment pas de reps. Et quand t'es QB3, tu prends 3 reps à l'entraînement. Quand le QB2 il en prend 15 et quand le QB1 il en prend 40. Mais donc, c'est pour ça que je te dis que justement avoir un undrafted rookie comme De Vito comme QB3, ça me rassure pas des masses. Mais là, il aura pris, je pense qu'il prend des reps qui sont ultra importants. Il y a 2 semaines, tu m'en parlais, je te disais, mais mettons Matt Barkley. Je préférais largement voir un Matt Barkley que De Vito. Ouais, mais là, le fait que maintenant, il est sur le devant de la scène de manière forcée et qu'il peut prendre ses répétitions, qu'il a toute l'attention des coachs pour le plan de jeu, etc., je sais pas, t'es pas à l'abri que le mec soit correct et qu'il puisse te faire un remplaçant un jour. Donc, t'as tout intérêt à le voir jouer. Bref, on verra bien ce qu'il en sera. Mais oui, effectivement, il y a quand même peu de chances qu'un jour ce soit un QB. Et quand je dis parler de lui, c'était évidemment pas pour dire ce sera notre QB titulaire l'an prochain. Évidemment. Non, bien sûr, ouais. Et ça se trouve, on dit ça, on va réécouter l'an prochain, ça va devenir un monstre à la Tom Brady. Tiens, d'ailleurs, je passe un peu du coq à l'âne, mais tu parlais tout à l'heure du fait que Samuel menait la NFL en yards à la passe. Ça, ce sont les stats Pro Football Reference avant qu'ils aient mis les stats de cette semaine là qui vient de se jouer. Et en effet, c'est Samuel qui mène la ligue avec 2783 yards. Enfin là, ça a un peu changé. En termes de turnover, ça doit pas être le cas par contre. Non, peut-être qu'il mène la ligue aussi en termes de turnover, ça c'est possible. Et il a 12 interceptions le garçon. Je sais pas si c'est celui qui a le plus, mais ouais. Donc, ça fait beaucoup. Ouais. Enfin, bon. Ok, bon, écoute Thiergo, merci beaucoup, on arrive à la fin de ce podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer de ce match Patriots-Giants. Et portez-vous bien d'ici là. À plus tout le monde, salut. Ciao.